Il parle anglais. Bienvenue à toutes et tous pour cette nouvelle causerie des meneurs, comme toujours en direct pour accueillir et répondre à vos questions. Aujourd'hui, on plonge dans l'économie du sport féminin. On va parler d'investissement, de marques, de médias, de data et on va se fixer une règle avec nos invités, ne pas vendre un conte de fées. On fait le point ensemble évidemment sur ce qui marche, mais aussi sur ce qui bloque et surtout comment aujourd'hui on peut saisir les opportunités économiques autour du sport féminin. Pour en discuter, j'ai le plaisir de recevoir pour cette nouvelle causerie des meneurs Frédéric Quentin. Vous êtes responsable sponsoring sport haut niveau et féminin à la FDJ et ancienne championne de France du 1500 mètres. Bonjour. Avec nous également Ariane Vanguelu, vice-présidente de la Fédération française de rugby, en charge du haut niveau féminin. Bonjour Ariane. Bonjour. Clara Leclerc est également avec nous. Clara Leclerc-Petrachova, réalisatrice entre autres du film sur le football féminin. Ça va avec beaucoup de A et j'espère que ça va aussi pour Vincent Ponceau qui est avec nous, CEO d'OL Lyon. Bonjour Thomas. Vincent. Alors quand on parle d'investissement dans le sport féminin, je vais commencer avec une question volontairement large, mais est-ce que vous voyez aujourd'hui le verre à moitié vide, à moitié plein, un peu des deux? Qui veut commencer? Je démarre avec vous, Frédéric. Ah, la bonne question. C'est compliqué, hein. J'ai envie de dire entre les deux. J'arrive pas à être ultra positive ni à être négative. Donc il y a des choses, il y a vraiment des indicateurs qui montrent que les choses vraiment progressent pour le sport féminin, mais il y a encore du chemin à parcourir. Qu'est-ce qui progresse si on est très précis sur les indicateurs en question? Ce qui progresse, c'est les audiences. On voit que les audiences du sport féminin progressent plus vite que pour le sport masculin. On voit un rajeunissement aussi des personnes qui regardent le sport féminin. On voit aussi des choses qui se passent sur les réseaux sociaux, qui a vraiment un impact plus important autour du sport féminin. Donc il y a plein de petites choses qui progressent. Très rapidement, si on doit parler de ce qui est pour l'instant à vos yeux le verre à moitié vide. On va dire la médiatisation, la diffusion du sport féminin qui reste encore en deçà, donc qui pourrait vraiment progresser et qui, je pense, embarquerait vraiment l'économie du sport féminin vers le haut. On va revenir sur nombreux de ces points. Peut-être Ariane, verre moitié vide, moitié plein. Moi, je dirais un quart plein, parce qu'on est au tout début de ce qui peut être fait et on commence à mettre les choses sur les rails de la bonne façon, je dirais. En tout cas, là où je rejoins Frédéric, c'est que sur les audiences, on a des scores d'audience, nous, dans le rugby féminin, qui sont absolument remarquables, que ce soit sur l'équipe nationale ou sur les matchs de première division quand ils sont diffusés. Donc ça, c'est des signaux très forts. Quand ils sont diffusés. Voilà, et quand ils sont diffusés, sachant que le fait que ça ne soit pas diffusé, c'est pas toujours un manque de volonté du diffuseur. C'est parfois des aspects un peu logistiques qui coincent, et on y reviendra peut-être un peu plus tard pour ce qui peut être fait, mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que c'est de très bon augure, ces audiences, et qu'à partir du moment où on va trouver le modèle qui va nous permettre de diffuser de façon récurrente, je suis certaine que ça va attirer de plus en plus d'investisseurs, et donc plutôt optimiste par rapport à la façon dont les choses sont en train de s'aligner. Clara, avec votre film, vous souhaitiez remplir ce verre. Ça n'empêche pas d'avoir un regard avec un peu de recul sur ce qui, aujourd'hui, est une vraie opportunité, à l'inverse, que les quelques écueils qu'on doit pouvoir observer. Alors c'est vrai que moi je viens pas du tout du milieu, donc je suis un peu venue dans ce milieu parce que j'avais envie de parler de foot féminin et que pendant 2 ans j'ai gravité dedans et donc j'ai pu l'observer avec ce qu'il y avait d'encourageant et aussi là où ça pêchait un peu. Et en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est qu'au final, ça a été assez laborieux. C'est-à-dire, le financement de mon film a été long, mais j'ai trouvé des partenaires engagés. Donc, notamment, j'ai la chance d'avoir des partenaires assez prestigieux et engagés sur le sujet. Donc, notamment Allianz, Deloitte, Arkema, Keneo et la BPI. Et en fait, ce que je trouve assez frappant, et donc là où le verre est à moitié plein, c'est qu'il y a vraiment des acteurs privés qui s'engagent concrètement et qui font en sorte de faire bouger les lignes en
en s'engageant concrètement. Mais ça, on pourra revenir là-dessus. Et d'un autre côté, là où le verre est encore assez vide, c'est qu'il y a toute une partie d'acteurs du sport qui parlent beaucoup, qui estiment qu'il faut changer les choses, mais qui finalement s'engagent assez peu et que j'ai trouvé très peu présents. En tout cas, moi, dans mon expérience. Vincent, vous étiez parmi les précurseurs en matière de sport féminin et en l'occurrence sur le football. Donc avec le recul et aujourd'hui plus spécifiquement, le verre est à quel niveau de plénitude ? Même si sur le fond je suis d'accord avec tout ce qui a été dit, moi je vais avoir un discours très engagé là-dessus et pour moi le verre il est à moitié plein. Parce que, et nous on le voit à notre niveau dans notre projet OL Lyon, tous les indicateurs sont positifs. On est en progression dans tous les secteurs, on a des communautés qui sont très engagées, qui sont de plus en plus nombreuses. Frédéric a parlé de médiatisation, d'audience, d'affluence, enfin on est sur des progressions très importantes. Après vous parlez d'investissement et c'est là où pour moi le verre il est encore à moitié vide et il doit encore se remplir. C'est que le football féminin, et je pense de manière générale le sport féminin, a besoin d'investissement. C'est-à-dire que le sport féminin a démarré beaucoup plus tard, a eu une reconnaissance beaucoup plus tardive que le sport masculin, et donc doit accélérer sa progression, et pour ça, on a besoin d'investissement. Parce que, et on en a parlé tout à l'heure, c'est la qualité des infrastructures. On parle de médiatisation, mais pour faire un bon produit, il faut plus de caméras, il faut un beau stade, et ça coûte très cher. Et par contre, si le sport féminin bénéficie de cet investissement, vous verrez que son développement va complètement s'accélérer et rejoindre le sport masculin. J'ai peut-être posé une question de novice, pardon, mais en quoi la beauté du stade ajoute... Parce qu'un sport, c'est la manière aussi dont il est mis en valeur. Et la manière de mettre en valeur... et quand c'est un produit télé, c'est la manière dont vous le filmez. Si vous le filmez avec une caméra ou avec 10 caméras, le produit à la fin, c'est pas le même. Ouais. Et il y a des exemples, et là je parle pas de foot, on parlait tout à l'heure du Tour de France. Voilà ce qui a été fait l'été dernier avec la vainqueur du Tour de France. Les moyens ils ont été mis, au final le résultat il est exceptionnel. Et en fait, alors nous dans notre projet OL Lyon, ce qu'on veut démontrer, c'est si vous mettez les mêmes moyens et vous donnez les mêmes moyens aux sportifs qu'aux sportifs, vous arriverez au même résultat. Voilà. Mais il faut mettre les moyens. Au même résultat en termes de performance, au même résultat d'un point de vue économique ? Oui. Ouais. Oui. Ariane, je vous voyais réagir. Je rejoins complètement ce que dit Vincent sur la qualité des infrastructures et en fait la responsabilité que peuvent avoir les propriétaires de ces infrastructures qui peuvent être des grands stades. Parce qu'en fait, dans l'accès à ces infrastructures de qualité, c'est aussi l'attractivité en termes de public. Et ce qu'on a noté, en tout cas dans les stades qui étaient pleins là, pour la Coupe du Monde féminine en Angleterre en 2025, c'est que c'est un public plus jeune, plus familial, avec plus de femmes, plus d'enfants qui viennent dans les stades. Donc c'est bien aussi de faire évoluer le profil des gens qui viennent physiquement assister au match. Et là où je rejoins complètement Vincent, bien sûr que quand on a des infrastructures sportives et des stades de qualité qui permettent d'offrir un spectacle, une expérience spectateur dans le stade, mais aussi télévisuelle de qualité, bien entendu, ça rend le produit plus attractif. Il y a toujours cette question de par quoi on commence. Est-ce que c'est par les performances ? Est-ce que c'est par la médiatisation ? Est-ce que c'est par les infrastructures ? En tout cas, il faut commencer à tirer des fils. Pour vous, c'est les infrastructures qui sont... La performance, mais la performance, ouais. Elle est au rendez-vous, elle est là aujourd'hui. Et la volonté de diffuser est là également. Par contre, l'accessibilité et la disponibilité des infrastructures de qualité, pour l'instant, elle n'est pas encore suffisamment récurrente. Tu me donnais l'exemple, quand on préparait cet échange, justement de l'ouverture de ces stades, qui était un coût et qu'il fallait bien prendre en charge. Exactement. Si on voulait offrir au public les images avec les caméras et autres. Nous, c'est un sujet où on rencontre parfois des points de blocage logistique, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure. On a le diffuseur qui a une volonté de diffuser le match, par exemple, en levée de rideau de celui de l'équipe pro masculine, mais il y a un problème qui prend en charge le surcoût d'ouvrir le stade 3 heures plus tôt. Comme c'est pas dans le budget de l'équipe pro masculine et que l'infrastructure appartient souvent à la métropole ou à la ville, en fait, il faudrait trouver une solution équilibrée qui permet un accès égalitaire à ces infrastructures, qui sont pas forcément toujours détenues par les clubs pro masculins, mais où la propriété de l'infrastructure, elle est souvent celle de la métropole ou de la ville
en question. Donc là-dessus, les pouvoirs publics ont la main, auraient la possibilité d'avoir un impact. En tout cas, ont une responsabilité pour assurer un accès égalitaire à la médiatisation, en assurant un accès égalitaire à ces infrastructures. Si on prend une baguette magique, on peut modifier une donnée qui changerait la donne. Qu'est-ce qu'on peut changer pour faire la différence, Frédéric ? Sans doute, effectivement, pour des investisseurs, ne pas uniquement voir le retour sur investissement, se dire qu'il faut laisser un peu plus de temps au sport féminin, parce que c'est pas, voilà, il n'a pas du tout la même histoire, hein, comme on peut le dire. C'est un sport le sport a été imaginé par des hommes pour des hommes, et donc la pratique féminine est arrivée beaucoup plus tardivement, n'a pas du tout la même histoire, n'a pas du tout le même nombre de pratiquantes. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui sont en train de se mettre en place. Donc se dire que peut-être pour les investisseurs, avoir un regard plus engagé dans le sport, à tous les niveaux. Quand je dis investisseurs, ça peut aussi être les pouvoirs publics, hein, les collectivités, pour donner plus d'infrastructures, pour permettre une pratique plus large. Donc voilà, laisser plus de temps et avoir un regard, on va dire, plus engagé pour permettre plus d'égalité et plus de mixité dans la société. C'est... faut se donner quoi, horizon 10 ans, on parle de décennies, on parle d'années pour bouger un curseur et se dire qu'à un moment ça paye et qu'il y a un vrai retour sur investissement peut-être collectif qui... Oh. C'est trop long, 10 ans. Ouais. Non, on peut aller beaucoup plus vite. Il y a des exemples concrets. Regardez en Angleterre, je vous prends l'exemple d'Arsenal en football féminin. Aujourd'hui, ils sont à plus de 20 000 spectateurs de moyenne. Vous regardez ce qui se passe aux États-Unis en NWSL, qui est la ligue professionnelle féminine. Aujourd'hui, où est-ce qu'ils sont? Le club de Washington Spirit, ils jouent dans un stade de 20 000 personnes. Ils sont complets quasiment tout le temps. Donc il y a des exemples aujourd'hui. Par contre, c'est pas de la baguette magique dont on a besoin. C'est ce que disait Frédéric. Ce sont des investisseurs qui doivent prendre en compte les particularités du sport féminin et en tout cas pour nous du football féminin, et vous verrez que ça progressera très vite. C'est quoi les particularités ? Je pense que le sport féminin a de nombreux atouts, comme les valeurs basiques du sport, mais que les joueuses transmettent à merveille, la proximité avec le public, tout ce qu'elles véhiculent sur le terrain en termes de respect, de performance aussi. Et pour moi, dans la société d'aujourd'hui, ces valeurs-là, elles sont fondamentales et elles sont un exemple pour des jeunes filles et des jeunes garçons incroyables. Frédéric parlait du retour sur investissement. Je suis curieux, Clara, de savoir quel retour sur investissement pouvaient attendre les sponsors de ton film Ça va. Et comprendre aussi ce qui a été peut-être... plus difficile, tu l'évoquais très rapidement tout à l'heure, mais pour aller embarquer d'autres sponsors qui, eux, n'ont pas été au rendez-vous. Alors, il y a plusieurs choses. En fait, donc moi, je suis allée voir des structures en leur expliquant que je voulais faire un court-métrage, une comédie sur le foot féminin. Donc forcément, en ayant à cœur de garder une liberté artistique, donc en ne pouvant pas présenter un scénario, parce que sinon, forcément, la création est quand même très, très altérée. Et donc, c'était vraiment un pari. C'est-à-dire que je leur ai donné un synopsis, un ton, un casting, et derrière, ils se sont engagés ou pas. Donc ça, c'était soit l'idée séduisait d'avoir une façon innovante, un peu différente d'en parler, soit ça pouvait justement sortir trop des cadres par rapport à leurs habitudes, et donc chaque structure s'est positionnée. Mais ce que j'ai trouvé vraiment intéressant, c'est que par rapport à l'importance du sujet, c'est-à-dire comment, qui est quand même un sujet, je pense, de taille, comment augmenter l'attractivité du foot féminin, comment casser les stéréotypes. Mon projet vraiment s'inscrivait là-dedans, c'est-à-dire avec une comédie, avec une fiction, on peut parler des choses, montrer l'absurdité de stéréotypes qui persistent et casser un petit peu ces codes-là. Je veux bien qu'on reste sur ces stéréotypes parce que en fait, je pense que ça irrigue une société et donc ça irrigue peut-être des engagements de professionnels, des investissements. Aussi, on parle de quoi ?
En termes de stéréotypes, ça reste un petit peu. Enfin, moi, c'est ce qui m'a frappé, c'est qu'en 2026, les stéréotypes sur le foot féminin sont les mêmes, j'imagine, qu'il y a 20 ans, c'est-à-dire c'est un sport de mecs. Les femmes qui font ce sport sont pas vraiment des femmes parce que c'est hyper masculin. Que ensuite la pratique du sport, elle, est très lente, pas technique. Toute une série, toute une panoplie comme ça une cassette de stéréotypes que j'ai retrouvé en long, en large, en travers pendant les entretiens. Et je trouve que c'est très intéressant de voir que, mine de rien, malgré tout ce qu'on fait, ça reste très ancré en fait dans l'imaginaire collectif. Et ça commence dès la cour d'école. Ouais. Et ça Clara le montre très Toi, bien. tu peux pas jouer parce que t'es une fille, ça commence par ces petits mots-là. Oui, c'est la petite fille qu'on veut pas prendre dans l'équipe parce qu'on se dit j'ai quand même envie de gagner, je vais pas prendre la fille. Et en fait quand on parle aux petits garçons, ils l'expliquent de manière très naïve, très jolie quelque part, mais vraiment ils sont persuadés que s'ils prennent la fille, ils vont perdre quoi. Donc c'est quand même assez. Je vois Vincent qui saute sur sa chaise. Je vais donner un autre angle de vue, mais ça va rejoindre ce que dit Clara. Nous on a créé en 2014 un centre de formation mixte. Donc ça a pris du temps, en effet, et au départ, on est parti sur ces stéréotypes-là, et aujourd'hui, Mais il y avait même des gens qui étaient complètement opposés au fait de rendre ce centre complètement mixte. Oui, après, quand vous avez une entreprise qui est bien gérée et que vous expliquez votre projet et puis que les personnes doivent être partie prenante du projet, ça a pas été très difficile. Mais par contre, au niveau du terrain et de l'environnement du terrain, je confirme tout ce qui a été dit. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas chez nous. Mais on revient au sujet, c'est éducation, pédagogie, transmission. Et moi, je veux bien inviter les personnes qui ont encore ces stéréotypes-là à jouer contre les joueuses de Wimbledon. Mais tu me disais que à cet âge-là, relativement jeune, déjà, il n'y avait pas forcément de différence, et que même parfois les filles étaient beaucoup plus techniques, elles apportaient vraiment quelque chose, même à la formation des garçons, ce qui casse quand même pas mal de stéréotypes. Non, parce que après, on en a parlé. C'est le problème, c'est qu'il faut pas appréhender un sport masculin comme un sport féminin comme un sport masculin, parce que les caractéristiques sont pas les mêmes. Donc, si on prend l'exemple du centre de formation, jusqu'à un âge où il y a un différentiel physiologique qui est trop important, mais il y a des entraînements communs et chacun apporte ses caractéristiques. Et moi, je peux donner un certain nombre de critères où les filles sont beaucoup plus performantes que les garçons. Voilà. Et donc, ils s'apportent mutuellement. Et ça, c'est la réussite d'un centre de formation mixte. Et après, ça montre aussi, et on en parlait, et ça c'est Ariane qui venait de me dire ça, c'est que quand vous faites ça jusqu'à cet âge-là, et après qu'il y a la différence physiologique qui est trop importante, mais les garçons, ils sont marqués aussi par ces différences, parce que eux, ils savent. Parce que eux qui sont sur le terrain avec les jeunes filles, ils savent qu'il y a des domaines où elles performent plus. Mais donc ça, encore une fois, ce sont des choses qui prennent du temps, mais in fine, moi vous voyez toutes les générations aujourd'hui de joueurs qui jouent il y a des joueurs qui jouent dans les plus grands clubs européens, qui se sont entraînés avec des joueuses, on ne parle pas comme ça. Hein. Et pourtant, en termes de foot, je prends un Ryan Cherki qui est à Manchester City, demandez-lui, vous verrez. Je vais lui demander. Ce qu'il pense. Et il est très très loin de ces stéréotypes-là. Je vois qu'Ariane veut intercepter la balle. On en a parlé tout à l'heure avant le début de l'émission. Effectivement, nous, au rugby, pareil, on a quand même des catégories qui sont mixtes jusqu'à assez tard, jusqu'à 14 ans. Et souvent, les filles, comme elles ont leur puberté plus tôt, elles sont développées physiquement plus grandes, plus physiques plus tôt. Et les garçons qui, même aujourd'hui, sont pros, qui à l'école de rugby ont joué avec des filles, souvent se rappellent un petit peu et se disent effectivement, après, il y a la différence physiologique qui apparaît. Mais quand ils commencent jeunes ensemble, les stéréotypes n'existent pas du tout. Et après, la différence qu'on a dans le rugby quand même par rapport au football, c'est qu'au début on avait les mêmes stéréotypes, c'est un sport masculin, les femmes ont rien à faire là, et qui étaient les plus durs, c'était ceux qui pratiquaient eux-mêmes, pas les autres. Et en fait maintenant les plus grands amateurs de rugby apprécient énormément le jeu féminin parce que c'est un jeu de mouvement où il y a beaucoup d'espace, beaucoup de prises d'intervalle, là où comme il y a la dimension physique qui est avec la professionnalisation, les rugbyman professionnels sont de plus en plus physiquement
costaud, mais c'est plus un jeu d'affrontement physique et de collision où il y a moins de grandes envolées, moins de prises d'intervalle. Et en fait, on va dire que les anciens du rugby, où avant le rugby ressemblait plus à ça, à des grandes envolées et des prises d'intervalle, apprécient parce que ça leur apporte une certaine fraîcheur et c'est pas du tout la même façon de jouer. Et ceux qui connaissent vraiment ce sport le voient tout de suite. On évoquait les idées reçues notamment sur une fausse lenteur présumée. Moi, ça me fait penser à cette publicité. Alors, j'ai plus la marque en tête, mais c'est fait à Basdia où en fait on voyait des joueurs masculins faire un match de foot. Ça déménageait. Et en fait, c'est juste que ils avaient trafiqué. C'était en fait les joueuses féminines qu'on voyait œuvrer sur le terrain, c'était Orange. Ça a marqué comme campagne. Oui, c'était vraiment... ça a été on va dire un tournant sur la prise en compte aussi, parce que c'était une publicité qui a touché vraiment le grand public, et donc ça a interpellé. Oui. La preuve par l'exemple. Exactement. Qu'est-ce qui fait... typiquement que la FDJ à un moment s'embarque pour le sport féminin. Et c'est quoi les arguments, parce que tu parlais de retour sur investissement, c'est pas que ça. Non, c'est pas que ça. Et le déclencheur, c'est une femme qui arrive à la tête de l'entreprise. C'est Stéphane Palaise qui prend la tête de l'entreprise en 2015 et qui bien sûr regarde ce qui est fait en termes de parité, d'égalité dans l'entreprise elle-même pour les collaborateurs, les collaboratrices, et qui après s'intéresse à ce qui est mis en place en termes de sponsoring et qui impulse on va dire une logique d'égalité, de mixité. Donc on a mis en place tous les programmes de sponsoring ont été déployés également sur le féminin. Tout ce qu'on faisait dans le masculin, on avait une équipe masculine, on est devenu partenaire d'une équipe féminine en cyclisme. Pareil dans le basket, on est partenaire des équipes de France masculines et féminines. Dans le foot, on avait des engagements avec des clubs de foot, on les a aussi déployés un petit peu plus tardivement, mais avec des clubs féminins. Donc voilà, on a appliqué cette mixité parce que on estime aussi que c'est de notre ressort d'impulser plus de mixité dans la société. Au-delà de cette volonté d'œuvrer pour la mixité, qu'est-ce qu'une marque va y retrouver ? Parce qu'il y en a peut-être qui nous écoutent, qui se demandent est-ce que je mets des billes sur tel ou tel sport féminin ? C'est pas que pour partager de belles valeurs. Non, bien sûr, pas que des belles valeurs. C'est aussi, on retrouve quand même ces valeurs du sport féminin. On le disait tout à l'heure avec Vincent, avec des sportifs qui sont plus engagés, avec plus de proximité, voilà. Et puis on retrouve aussi ce qu'on disait tout à l'heure, des audiences qui sont vraiment maintenant au rendez-vous. Hein. Le sport féminin est regardé quand il est montré. Il est regardé, les audiences sont là. C'est ce qu'on vient aussi chercher. Et puis plus d'engagement sur tout ce qui est réseaux sociaux. On voit qu'il y a vraiment des pics d'audience sur tous les contenus qui deviennent viraux. On l'a vu sur le Tour de France féminin. C'est là où il y a eu les plus grandes consommations sur les contenus qui étaient diffusés sur les réseaux sociaux. Et puis on peut aussi se parler du foot. On se rend compte on a bien vu que en 2025, la plus grosse audience au UK était sur la finale de l'Euro féminin. C'était le programme le plus regardé avec plus de 16 millions de téléspectateurs. Donc on se rend compte qu'il y a vraiment des consommateurs de sport qui sont présents. Vincent. Non, mais alors, je suis complètement d'accord avec Frédéric et j'avais envie de dire, en fait, au-delà de toutes les valeurs positives qui sont transmises par le sport féminin, ça n'est pas que ça. Et nous, ce qu'on vend, c'est soyez au début de l'histoire. Parce que l'histoire, elle arrive. Et il y a une phrase que j'aime bien, c'est pas un moment, c'est un mouvement. Ça veut dire que l'arrivée, elle est certaine. La seule question, c'est quand. Et en combien de temps, ouais. Et dans combien de temps. Après, les résultats, ils arrivent déjà. Nous, au Lyon, on a fait 800 000 téléspectateurs pour un match contre Arsenal sur ma chaîne L'Équipe.
L'audience de l'Euro féminin en Suisse a battu plein de records. La Coupe du Monde, la dernière Coupe du Monde féminine, a battu plein de records en termes d'audience. Donc ça arrive. Donc soyez là au début de l'histoire avec nous et vous y serez encore quand ça va exploser. La question va peut-être être bête, mais soyez là au début, ça veut dire que ça coûte moins cher ? Pas forcément. Par exemple, nous, on a le naming sur la première division avec AXA. Ils ont vraiment décidé de se positionner sur le féminin exclusivement. Ils auraient pu avoir l'opportunité d'être partenaires, comme de nombreuses autres marques, d'abord des équipes masculines, puis de se dire, tiens, le féminin est intéressant aussi. Là, eux, ils ont fait un choix vraiment différenciant en se disant, ben non, nous, en fait, on fait le choix de se dire que les valeurs et l'image de marque et surtout le nouveau public que va toucher ce sponsoring spécifique sur la première division féminine et l'équipe de France féminine, mais ça correspond en fait à nos valeurs, au message qu'on veut véhiculer. Et donc je pense que c'est une stratégie assez gagnante dont ils sont tout à fait satisfaits aujourd'hui et d'autant plus satisfaits qu'en cours de vie du partenariat, ils se rendent compte que le niveau d'accessibilité des joueuses, les sportifs de haut niveau, qu'elles soient internationales ou simplement joueuses de première division, elles sont très accessibles, très ouvertes à partager leur expérience. Donc ça veut dire aussi des OP parfois en interne, j'imagine. Exactement. Avec les collaborateurs. Et donc ça c'est... Alors que le partenariat est assez récent, une très grande source de satisfaction pour eux. Ils nous ont d'ores et déjà fait part de leur souhait de s'engager à plus long terme. Et donc c'est assez positif quand ça... Ça coûte moins cher, je trouve qu'il est négatif. C'était volontaire, ouais. Et moi je le présenterai autrement, en fait je pense que les marques peuvent activer d'une manière incroyable avec, je parle de foot moi, le foot féminin et les joueuses. Nous on a des partenaires, vous voyez, je pense à un partenaire par exemple, Crédit Agricole, qui est aussi d'ailleurs partenaire, qui a aussi fait une communication au niveau d'ailleurs de la Coupe de France, aussi bien masculine que féminine au niveau de la fédération. Nous c'est un partenaire de l'OL Lyon. Leur siège social, il y a une vitrophanie énorme avec nos joueuses. Ils font venir nos joueuses, ils font intervenir nos joueuses. Vous voyez la maturité des joueuses et la manière dont elles sont, ce qu'elles sont capables de transmettre aux 4000 collaborateurs du siège social de Crédit Agricole. Ça, pour faire ça dans le foot masculin, bon courage. Et en effet, ça coûtera beaucoup plus cher. Mais là, je parle pas d'argent, qu'est-ce que vous pouvez activer avec le sport féminin. C'est incroyable. Puis je reviens sur ce que vous disiez aussi en termes d'audience. On touche d'autres publics plus féminins, plus familiaux, plus jeunes. Clara ? Oui, mais j'ai la sensation aussi que en fait ça va au-delà du sport féminin et que c'est pour ça que, en tout cas ce que j'ai pu voir avec les entreprises qui se sont engagées, c'est que par exemple Deloitte ou Arkema qui sont vraiment profondément engagés sur le foot féminin, ils ont à cœur en fait de faire bouger la place de la femme dans la société en général et que c'est un peu le miroir de la place de la femme encore aujourd'hui et je trouve que c'est assez éloquent ce parallèle. Et pendant toute la partie de financement et d'écriture de mon film, j'ai beaucoup de gens qui m'ont dit « Non mais ça va, le foot féminin ça a avancé, c'est déjà bien », comme si on devait déjà se satisfaire de là où on en était. D'où le titre du docu. Notamment. Et où en fait on aurait déjà en fait fait assez et qu'il y aurait des choses plus féministes à faire avancer. Or, je pense que justement après avoir gravité là dans le milieu pendant 2 ans, je pense que c'est un secteur qui est primordial pour faire avancer la place de la femme globalement. Et donc les entreprises qui s'engagent sur ce point très spécifique, elles ont tout compris en fait, selon moi. T'avais aussi réalisé un film autour de la tech. Oui. Et je serais curieux, et je fais une petite parenthèse là-dessus, mais des parallèles que tu peux faire entre ces deux mondes. Et en fait, c'est terrible parce que c'est pas super Jojo pour le sport, mais j'ai été assez. Alors, la tech, c'est un secteur qui est évidemment très compliqué pour les femmes, mais en fait, ça a été immensément plus simple de graviter dans le secteur de la tech que dans celui du sport en tant que jeune femme. C'est absolument incomparable. Et donc, donc, je pense qu'il y a un vrai souci dans le sport, et je pense aussi qu'il y a une certaine hypocrisie dans le sport. Alors, désolée de
de casser l'ambiance, mais vraiment, je trouve que dans le sport, maintenant, parler de foot féminin, parler de sport féminin, c'est à la mode, et que tout le monde le fait, mais que derrière, il y a des gros problèmes structurels qui font que, en fait, ça avance très peu, et que je sais pas si je recommanderais aujourd'hui à une jeune femme de se lancer là-dedans. C'est dur, hein, mais je trouve que c'est vraiment pas évident. Pour quelqu'un d'extérieur comme moi qui vient pas du tout de ce milieu, qui débarque, j'ai trouvé que c'était très violent et pas du tout un milieu simple. Et notamment, donc j'ai eu un soutien très fort de la part d'acteurs privés, mais du côté public institutionnel. Or, la BPI, ça a été le grand néant. Et pareil côté média, en fait. Et c'est dur de comprendre comment on peut avoir un discours aussi édulcoré et derrière d'avoir des comportements ou un manque d'action aussi flagrant, en tout cas de ce que j'ai pu voir. Je vais tous réagir, Ariane. Oui, il y a des points sur lesquels je rejoins complètement Clara. C'est le fait que, en parallèle de ma carrière sportive, j'ai toujours travaillé dans des entreprises, notamment dans le secteur de la finance. Et en fait, ce qui m'a choqué quand j'ai commencé à graviter dans la gouvernance du sport, quand j'étais sportif, je l'ai jamais trop ressenti parce que voilà, on évolue au plus haut niveau, donc on est un peu dans une bulle. Et dans les gouvernances, je me suis rendu compte que on a, par rapport, je me suis dit, j'ai l'impression de vivre ce que les femmes ont dû vivre dans le milieu de l'entreprise il y a 20 ou 30 ans. C'était vraiment un choc pour moi de me dire, ah oui, en fait, dans le sport, en fait, on en est là, comme si c'était une loupe grossissante des défauts un peu de la société. Et donc, c'était assez surprenant parce qu'effectivement, comme le dit Clara, dans les discours, on parle que de ça, mais dans les faits, factuellement, il y a quand même un gros décalage entre... mais ce qui est bien, c'est que au moins on en a conscience, on le dit. Et je pense que c'est, par contre, je sens que c'est en train d'évoluer. Pour ma part. Donc, et là où je suis pas tout à fait d'accord, moi j'ai trouvé beaucoup de soutien et de moteur dans les partenaires médiatiques, notamment le diffuseur qui souhaite vraiment s'investir sur la diffusion, notamment de la première division féminine, et les blocages sont ailleurs. Le diffuseur aimerait diffuser plus de matchs, mais on est bloqué par l'accès aux infrastructures, par certains clubs pro masculins qui, eux, n'y voient pas trop leur intérêt, ou certaines organisations, en tout cas, qui, pour l'instant, ont toujours fonctionné, surtout sur le haut niveau masculin, et qui n'ont pas encore la maturité pour se dire... Mais même pour nous, ça a un intérêt, en fait, de faciliter ça. Et en fait, on leur demande pas juste de faciliter et de pas ralentir, en tout cas, le développement et la médiatisation. Donc, assez d'accord avec Clara, sauf peut-être sur en tout cas, moi, les diffuseurs avec lesquels j'ai eu à interagir, j'ai moins ressenti ça. Je reçois des questions, je vais y répondre, je vais vous les partager dans quelques instants. Tu souhaitais rebondir également ? Ouais, je pense qu'on met le doigt sur quelque chose aussi, sur le manque de mixité dans les instances et dans les métiers du sport en général. Je crois qu'il y a 4 femmes qui sont présidentes de fédérations. On est à un peu moins de 15% de femmes journalistes. Donc voilà, il y a tous ces métiers qui mériteraient d'être un peu féminisés pour peut-être impulser un petit peu plus de sport féminin. Ce que tu me disais, Vincent, là-dessus, justement, en fait, c'est que ça prend du temps, parce que s'il n'y avait pas de professionnels il y a 30 ans, elles ne se reconvertissent pas dans toute cette structure dont on a besoin aujourd'hui. Mais je pense que il faut se concentrer sur comment on le change. Parce que ce que dit Clara, c'est une certitude, et notamment, milieu amateur, dans les plus petits, ça existe encore, c'est une certitude, il ne faut pas se voiler la face. La question, c'est comment on le change. Et c'est là où il y a la responsabilité, tu as parlé d'investissement, pour moi, des pouvoirs publics, du milieu économique et des entreprises et des investisseurs privés. Et en fait, c'est eux qui vont... Et on va changer ça par l'exemple. Je vais prendre notre exemple à nous. Nous, on a une propriétaire incroyable qui s'appelle Michel Kang, mais son projet, c'est quoi ? Son projet, elle a mis à la tête de son projet 3 clubs, un club à Washington, un club à Londres et à Lyon. Mais en fait, son projet, c'est de faire changer tout un écosystème et en fait de nous donner les moyens et de démontrer que si on nous donne les moyens, on arrivera au même résultat. Et que donc la différence homme-femme, elle n'existe pas. On passe par des chemins différents. On a parlé des atouts et des valeurs du sport féminin, mais c'est juste ça. Donc c'est... quand on parle de problème de stade, nous, ça faisait 3 mois qu'elle était là. Moi, j'ai pu construire un staff comme il existe dans le football masculin pour mon équipe féminine.
Nous, on joue tous nos matchs au Groupama Stadium, qui a un stade de 58 000 places. Alors, ça coûte beaucoup d'argent, c'est de l'investissement. Mais on a une équipe qui joue dans un stade qui est à la hauteur de ce qu'elle est. Et on va construire un centre d'entraînement qui va être un centre de performance à la pointe, avec 100 spécificités adaptées au fait que ce sont des sportives. Et ça, c'est l'exemple. On le fait dans le cadre de notre projet, mais c'est l'exemple qu'on doit donner aux autres pour qu'après, ça ruisselle. Et notamment, on a parlé en effet tout à l'heure, les pouvoirs publics, le rôle des pouvoirs publics, c'est de donner les moyens aux clubs amateurs de progresser. Aujourd'hui, les clubs amateurs, ils ont des demandes en termes de football de partout, de jeunes filles pour pratiquer le football. Et ils ne peuvent pas faire face à ça parce qu'ils n'ont pas les installations sportives. Donc en fait, c'est une responsabilité collective du secteur public, du secteur privé. Les entreprises, je pense, elles ont une responsabilité, et d'investisseurs qui veulent venir, comme Madame Kang, pour faire progresser tout un écosystème. Je reviens sur le parallèle avec la tech, mais où souvent on dit que les femmes entrepreneurs dans la tech ont moins d'investissement parce que dans les fonds d'investissement, c'est principalement des hommes avec tous les billets, c'est pas les seules raisons, mais avec beaucoup de billets. Et on évoquait le fait que c'était la même chose. J'ai découvert, il y a moins d'une heure, que typiquement, le foot était interdit, pas interdit aux femmes, mais si, interdit. C'était interdit aux femmes jusqu'à début très longtemps. des années 70, juste avant la Deuxième Guerre mondiale et jusqu'au début des années 70, en France. Ouais. Mais ça a été le cas dans notre pays aussi. Et donc là, on commence à avoir des anciennes sportives, des anciennes athlètes qui commencent à prendre des places parce que maintenant elles existent dans les fédérations, dans l'écosystème de l'entreprise aussi, Frédéric. Oui, on voit qu'il faut que les femmes aussi prennent leur place dans tous ces écosystèmes. C'est pas simple de prendre un poste de gouvernance dans une fédération. Je pense qu'Ariane pourrait témoigner sur le sujet. Il faut aussi beaucoup de courage pour aller briguer ce genre de poste. Et on voit bien qu'il y a encore un petit plafond de verre pour atteindre les plus hauts postes, les postes de présidente. Et puis après, dans les entreprises, là, même si moi je suis une ancienne sportive, j'applique un peu les directives et la politique qu'on a mis en place, mais encore une fois, avec la chance d'avoir une patronne à la tête de l'entreprise qui a un regard, je pense, différent, qui n'a pas ces biais qui peuvent exister dans d'autres entreprises. On a parlé un peu de médiatisation, vous m'avez parlé d'audiences qui sont plutôt plaisantes à voir, et pourtant, ça pourrait être bien plus médiatisé. Alors, c'est quoi qui bloque aujourd'hui dans la médiatisation de ces compétitions et de ces athlètes féminines ? Vous avez des billes des bribes de réponse à ça ? Alors, en tout cas, ce qui est certain, que c'est pas la volonté des diffuseurs. Par contre, je pense qu'il y a un décalage entre les audiences qui sont faites et la valorisation. Quelle valeur on donne à ces audiences et je sais pas de quelle façon en fait le modèle de valorisation des audiences du sport féminin peut être revu, pas forcément revu, mais en tout cas mieux affiné. Je pense qu'on applique des critères de valorisation qui sont des critères assez basiques, et en fait on ne tient pas compte du taux d'engagement, parce qu'en fait maintenant la médiatisation, elle a aussi télévisuelle, elle a aussi une répercussion dans l'univers médiatique et notamment des réseaux sociaux. Et en fait on ne lie pas assez les deux pour se dire, dès qu'on diffuse un match, quel est l'impact dans un autre univers. Et ça, si on développait peut-être une méthodologie de valorisation différente pour plus adaptée en fait à l'impact réel que peut avoir en termes d'image la diffusion du sport féminin, je pense qu'on pourrait avoir, et si on valorise mieux, comme c'est un cercle vertueux, il y aura plus d'investissement, donc plus de capacité à offrir un spectacle dans des conditions attractives. Et donc après ça s'auto-alimente puisque les audiences continueront à croître, donc les droits TV à augmenter, donc les investissements à affluer. Bon, suivre. Vincent, il y a des discussions en cours, en l'occurrence avec quelques diffuseurs. Oui, cette semaine, on a fait une journée de travail avec Canal+, qui veut
encore une fois, améliorer son investissement. Je pense que tu parlais de Canal+ pour vous concernant aussi. Et Canal+ joue le jeu. Après, il faut, c'est comment vous traitez le sport. Encore une fois, il faut traiter le sport avec ses particularités. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter le sport féminin comme le sport masculin. Il faut le traiter différemment. L'exemple du Tour de France, pour moi, est le meilleur exemple. Mais parce que ça a été traité d'abord en termes de notoriété, en termes de mise en avant comme il faut, et les audiences ont été au rendez-vous, et la manière dont ils ont filmé l'événement et l'athlète était complètement adaptée. Il faut faire la même chose dans les autres sports. Donc, il faut qu'il y ait plus de communication sur l'existence de l'événement, et vous verrez que les affluences, elles seront au rendez-vous. Il faut filmer le produit comme avec ses particularités, mettre en avant tous les atouts du sport, et vous verrez qu'à la fin, les audiences, elles seront au rendez-vous. Nous, en Champions League, on a fait 800 000 téléspectateurs. Je sais qu'il y a d'autres... Frédéric a donné un certain nombre d'exemples. Par contre, aujourd'hui, il y a un déficit de promotion. Et d'information. C'est-à-dire, pour savoir, quand nos matchs ont lieu à telle heure, ou ainsi de suite, il n'y a pas assez là-dessus. Et là, on parle aussi du rôle du service public, mais le rôle des médias. Encore une fois, nous, quand on a fait notre match de Champions League qui a été annoncé comme il fallait, ou maintenant l'équipe fait 2 pages sur la Champions League féminine, demandez-leur s'ils sont contents de leur audience. Vous verrez, ils sont très contents de leur audience. Voilà. Mais par contre, il faut faire le travail en amont. Et il faut que la médiatisation et le développement de la notoriété de chaque sport soit à la hauteur, et vous verrez qu'après les téléspectateurs, ils seront là. Frédéric, on parle aussi des heures de diffusion tout à l'heure quand on échangeait. Oui, avec des horaires. Je voulais juste revenir sur le Tour de France dont on parlait tout à l'heure. En fait, ASO, qui est l'organisateur des Tours de France et du Tour de France Femmes qui est revenu à la compétition en 2021. En fait, ça a été un laboratoire aussi pour eux. Ils ont expérimenté des choses, notamment quand on parle de proximité avec les athlètes, ils ont ouvert les paddocks au grand public. Donc ça veut dire que le grand public pouvait venir devant les bus des coureuses qui s'échauffaient, échanger, signer des autographes quand elles étaient OK, faire des photos. Et ça se voyait absolument pas sur le Tour de France masculin, parce que là, on est plutôt sur vraiment de la starification, on va les protéger, inaccessible. En fait, ils ont donné plus de proximité avec les athlètes, et ça crée aussi quelque chose. L'envie d'aller les voir, alors l'envie de regarder la diffusion. Et donc, ça a aussi enclenché quelque chose de positif pour avoir envie de suivre le spectacle. Et puis en plus, quand derrière le spectacle il est performant, puisqu'on avait une Française qui a gagné le Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot, c'est vrai que ça a drivé complètement les audiences. Et voilà, ils ont aussi expérimenté des petites choses qui étaient de rendre audibles les conseils et les managers qui étaient dans les voitures, les directeurs sportifs, ce qu'ils disaient à l'oreillette. En fait, ça a été fait chez les filles en priorité. Après, ça a été mis en place chez les hommes. Donc, en fait, ils ont expérimenté des choses sur le Tour de France Femmes. Mais en fait, c'est une forme de réalisation qui permet de créer de la proximité, de l'attachement, qui fait qu'ensuite tu suis différemment et peut-être t'embarques encore plus quand les performances sont au rendez-vous, Clara. En tant que réalisatrice, forcément, je crois au pouvoir des histoires pour faire changer les mentalités, et le storytelling est super important. Et aussi justement pour faire émerger les rôles modèles, de ce dont on parlait. Dans le foot, je trouve ça très intéressant quand là j'ai eu l'occasion d'échanger avec les joueuses du Paris Saint-Germain féminines, et elles disaient que quand elles étaient petites, leur rôle modèle, c'était Zidane, c'était tous les grands joueurs qu'on connaît, et qu'elles n'avaient pas du tout de femmes en tant comme exemple ou comme objectif. Et je trouve ça génial que maintenant il y ait vraiment cette évolution qui fait que maintenant les petites filles, elles peuvent s'identifier à des grandes joueuses. Mais en termes de storytelling, tu disais la difficulté que ça pouvait être, en tout cas de ton regard extérieur pour une jeune femme qui entre dans le monde du sport féminin à haut niveau. C'est aussi un combat qui se raconte bien et auquel beaucoup, je pense, peuvent s'attacher.
Oui, en fait, plus j'ai gravité dans ce milieu, plus j'ai vu les problématiques, plus ça donne envie en effet d'en parler et d'élargir ce point. C'est-à-dire que dans le film que j'ai réalisé, c'est 3 histoires chorales. Il y a une petite fille qui veut jouer au foot dans la cour de récréation, donc assez classique comme histoire. Il y a une jeune femme, donc qui a été vraiment inspirée par moi, qui veut réaliser un documentaire sur le foot féminin et tout le monde lui explique que ça intéresse personne. Et le 3e, pareil, inspiré d'une histoire vraie malheureusement, c'est-à-dire que c'est une joueuse pro en équipe de France qui m'a partagé cette histoire, qui en fait est une jeune femme qui a commencé à tourner des chroniques télé pour parler de foot, et en fait l'équipe technique du tournage, de l'enregistrement de l'émission pensait qu'il jouait mieux au foot qu'elle, c'est-à-dire qu'elle était en équipe de France, mais les mecs aux caméras, au son, pensaient qu'ils étaient bons, donc ils avaient à peu près le même niveau, et elle a dû faire un 5 avec eux où elle les a écrasés pour leur montrer, en fait, les gars, genre, il y a pas de comparaison, et ça montre quand même, enfin, c'est tellement gros que c'est amusant, donc c'est pour ça que j'ai voulu le mettre dans le film, mais en fait, c'est la réalité. Un mot, et je reste sur la médiatisation. Tu as aujourd'hui quand même autour de ce film un vrai sujet encore pour diffuser, pour médiatiser ce produit que tu as pu réaliser. C'est ça, c'est-à-dire que alors la partie financement, forcément, aller chercher de l'argent, c'est jamais simple, mais on l'a fait, et vraiment ça a été une chance immense de trouver des partenaires aussi engagés, et vraiment je suis hyper reconnaissante aux 5 partenaires qui ont vraiment mis des billes sur quelque chose où ils savaient pas comment le résultat allait être, et finalement ils sont contents, donc ça c'est super. Mais maintenant le film existe et il faut le faire vivre, et donc il y a une partie où on essaie de faire des diffusions en entreprise, où on a une espèce de pack clé en main où ça peut être diffusé auprès de collaborateurs. C'est notamment ce qu'on a fait cette semaine chez Deloitte, où le film a été vu, et ça permet de parler de la place des femmes en général. Mais ensuite, moi, j'ai à cœur de le montrer aux jeunes femmes, mais aussi aux jeunes hommes. On en parlait parce que c'est quand même important pour eux de voir ces stéréotypes, d'en discuter, de casser les images reçues. Et ça, c'est un appel aussi parce que j'ai du mal. J'ai eu du mal à avoir du soutien d'acteurs très importants. Et maintenant, j'ai un objet assez qualitatif, et en fait, j'arrive pas à le diffuser, et j'ai du mal à comprendre pourquoi, quand on a un objet qui a demandé tant de travail, qui parle de tant de choses aussi importantes, c'est aussi difficile de le faire vivre. Et en fait, voilà, ça, moi je trouve que ça interroge. Donc en tout cas, moi je suis très très ouverte à multiplier les diffusions auprès du plus grand public possible. Je vois énormément de questions, de remarques que je vais prendre et que je vais vous partager. Une question aussi qui me vient, c'est pour porter le sport féminin avec des marques, etc. Est-ce qu'il faut, a priori, la bonne stratégie, c'est de partir d'un sport que tout le monde connaît, qui est le premier sport pratiqué aujourd'hui en France, qui est le football, et qui va tirer avec lui le football féminin, ou est-ce qu'au contraire, il faut aller chercher d'autres sports où il y a peut-être moins de budget, c'est potentiellement plus accessible, pour pas dire moins cher, mais pour tirer aussi d'autres publics derrière? Les deux. Les deux, mon capitaine. Les deux, mon capitaine. Ok. Bon, alors, oui. Non, mais les deux, je pense, la clé, c'est pas le... La clé, je pense, c'est pas le sport, et c'est ce qu'a dit Frédéric, encore une fois, avec l'exemple du Tour de France, faut s'adapter à ce qu'est le sport et son public. Encore une fois, on parlait d'accessibilité, nous on fait des entraînements ouverts au public, on en fait une dizaine par an. À chaque fois, la tribune, elle est pleine. Et les joueuses, elles restent, après l'entraînement, 30, 35, 40 minutes. C'est nous qui devons leur dire de rentrer parce qu'elles vont tomber malades quand c'est en plein hiver et qu'elles vont pas pouvoir jouer le match d'après. Et c'est ça qu'il faut... faut que les partenaires, les acteurs économiques, ils utilisent ça. Il y a beaucoup plus de liberté dans le sport féminin que dans le sport masculin. L'exemple de Frédéric, nous dans le foot, on commence à le faire. Les caméras rentrent dans le vestiaire, les micros sur les joueuses. C'est Canal qui est moteur là-dessus. Moi, même si c'est la réalité, mais en fait, c'est pas opposer sport féminin, sport masculin, c'est prendre en compte la spécificité de chaque sport. Ce que Canal a fait, par exemple, avec la moto et la F1. Ils ont carrément révolutionné la moto, on va dire, parce que la F1, c'est peut-être un peu différent. Mais les motos Grand Prix, ils ont révolutionné les motos Grand Prix, parce qu'ils l'ont abordé en prenant en compte les particularités du sport. C'est pareil pour nous.
Il y a un sujet qui revient souvent en matière de sport et de relation aussi aux marques, c'est la notion de data qui permet des fois de mieux performer côté club, mais aussi à mieux vendre. Quelles sont les datas que vous allez vous récolter côté club, tous les deux? Et puis de l'autre côté, est-ce qu'il y a des métriques ou des choses qui vont intéresser plus particulièrement les marques? Je commence côté club pour vous deux. Nous, c'est sur les résultats sur les nombres de vues, le taux d'engagement, notamment sur les réseaux sociaux. Autour de la Coupe du Monde, c'était phénoménal. Toutes les statistiques sont disponibles. Elles sont même consolidées par World Rugby. Il y a plus de 9 milliards de vues sur l'ensemble des contenus qui ont été diffusés pendant la Coupe du Monde. Donc c'est assez impressionnant. Et de l'engagement. Voilà, il y a beaucoup d'engagement. Ouais. En fait, la data, elle est clé dans notre évolution. Parce qu'on a un public qui est nouveau aussi. Donc il faut qu'on apprenne à le connaître et à savoir qui c'est exactement, quelles sont ses attentes. Nous, on a démarré avec la création d'OL Lyon. On a démarré de zéro en août 2024. Aujourd'hui, on a une base de données de 60 000 contacts ultra qualifiés parce qu'il y a un taux d'engagement qui est énorme. Donc déjà, on commence à avoir une visibilité beaucoup plus précise sur qui est notre public, quelles sont ses attentes, quelles sont ses particularités. Et on progresse. Au mois de décembre. Donc, quand j'ai fait une réunion cette semaine, moi, je croyais qu'on était encore à 48 000, parce que j'avais les chiffres de décembre, on est à 60 000. Voilà. Et on progresse à une vitesse incroyable. Et c'est pas des achats de bases de données. C'est-à-dire que ce sont des données entrantes, sont des vraies données entrantes, par le biais de la billetterie, par le biais du merchandising, ainsi de suite. Mais la data est clé pour la suite, parce qu'encore une fois, c'est un public qui est nouveau, qui est différent de ce qu'on peut voir dans le football masculin, qui vient pas à tous les matchs, n'a pas la même relation à l'équipe par rapport à ce qu'il aime dans les valeurs de l'équipe. Et dans l'évolution, je pense que la data est clé. Et du Canty et du Cali, Frédéric, côté data Alors nous, on va chercher aussi dans la data, c'est un baromètre d'image, en fait, voir un peu la notoriété que peut avoir la marque associée au sport féminin et associée aux valeurs aussi, voir si on est légitime. Ça, on interroge sur ces baromètres si on est légitime à être un investisseur du sport féminin. Et il y a une data intéressante qui est sortie au UK assez récemment sur le Women's Sports Trust. En fait, ils ont interrogé le public qui regarde le sport féminin et il y a 30% des consommateurs qui ont une meilleure image des marques qui sponsorisent le sport féminin. Donc ça peut être un vrai levier, Voilà, un vrai levier pour les entreprises qui ont envie d'investir dans le sport féminin. Je vous partage quelques questions, remarques, elles sont toutes mélangées, donc faites-moi signe quand vous voulez sauter sur la balle au bon. Question concernant les modèles économiques durables pour le sport féminin, les engagements RSE des entreprises peuvent-ils créer un nouveau modèle de partenariat pour le sport féminin ? Alors, c'est ce que disait Vincent tout à l'heure, il ne faut pas que le sport féminin, ce soit uniquement pour des valeurs de RSE. Le sport féminin, c'est aussi la performance. On vient aussi chercher ça quand on s'associe à du sport féminin, on cherche la performance. Sinon, il n'y a pas l'adrénaline. Il n'y a pas l'adrénaline. Mais si on doit retenir quelque chose sur la RSE, c'est l'égalité. Les femmes, c'est 50% de l'humanité. Donc, pourquoi on n'arrive pas à impulser des financements à hauteur de la place des femmes dans la société. Donc il y a cette valeur-là qui peut ressortir sur la mixité. Oui. Mais la question qui vient, c'est on parlait des audiences qui sont peut-être plus larges, plus féminines, plus familiales, mais on a aussi des hommes qui regardent le sport féminin. Enfin, je me faisais la réflexion que c'est peut-être pas assez clair. En fait, non, c'est surtout des hommes même qui regardent le sport féminin. En fait, les audiences sont en train de se féminiser, mais tout d'abord, ce sont des hommes qui regardent le sport féminin. Et c'est lié aux caractéristiques des personnes qui regardent la télé, y compris sur la moyenne d'âge. Par contre, vous allez sur les réseaux sociaux, dans les stades, ça peut être différent. Alors moi, je suis pas un anti-RSE, mais un anti-RSE pour le sport féminin. Mais nous, les deux principaux, justement dans l'analyse de la data, les deux principaux critères des personnes qui nous suivent, c'est parce qu'on gagne et par rapport aux valeurs qu'on représente. Voilà. Deux principaux. Donc, performance et valeur.
Quand et sur quelle plateforme sera disponible le court-métrage de Clara? Qui veut répondre? Non, Clara. Alors ça c'est une bonne question. En tout cas, là le film a une vie en festival qui fait qu'il peut pas être sur une plateforme publique pour l'instant, mais on espère pouvoir le vendre à une chaîne, notamment Canal+ ou Arte, pour qu'il puisse être disponible pour tout le monde. Faudra faire la passe D. Comment on attire les publics dans les stades? Avec un exemple, les Marseillaises qui font des places gratuites pour leur première fois au Vélodrome. On peut en parler puisqu'on est partenaire justement de l'OM féminine et on crée aussi des activations. On est une des marques à créer des activations pour le grand public pour le prochain match de l'OM au Vélodrome. Donc on essaie d'encourager et donner aussi du spectacle familial pour que tout le monde puisse venir au stade. Même si moi je trouve que ce que font les Marseillais c'est vraiment très bien et ils ont raison. Nous on a fait ça il y a 2 ans. On a fait 40 000 spectateurs sur un match contre le PSG avec beaucoup d'invitations et on est passé à l'étape d'après en disant vous allez voir un match de football masculin, vous allez au cinéma, vous allez au théâtre, vous payez, il n'y a pas de raison qu'on ne paie pas pour le foot féminin. Ouais. Alors après, quel est le montant, il faut aussi avoir des priorités par rapport au jeune public, par rapport aux étudiants, avec des montants totalement adaptés. Mais le principe, c'est qu'on paye pour n'importe quel spectacle, il faut payer pour le foot féminin aussi. Mais je trouve très bien ce que font les Marseillais. Je me fais supprimer des questions parce qu'on me dit qu'il faut faire court, Ariane doit partir, elle a un avion. Alors c'est un train. Très rapidement, j'avais une question sur... non, mais elle a sauté. Mais c'était qu'est-ce qu'on conseille à une jeune femme qui veut s'engager dans l'univers professionnel du sport? D'être en tant que sportive, savoir être assez discipliné, avoir le goût du travail et être capable de se remettre en question régulièrement. Sur le volet de la diffusion, comment capitaliser sur l'attractivité des grands événements sportifs internationaux et créer de la valeur autour des GC féminins? Des GC je pense ces grands événements sportifs internationaux. Oui, ça doit être... Oui. Déjà... dans la façon de les valoriser, c'est ce que j'essayais de dire tout à l'heure, pas toujours vendre un package avec les 3 TV de l'équipe masculine et ceux de l'équipe féminine inclus, essayer de différencier un petit peu et pouvoir valoriser vraiment pour ce qu'il est ce grand événement. Les grands événements et les performances des équipes nationales dans les grands événements sont des accélérateurs de développement, c'est certain. Les JO aussi étaient une belle avancée. Comment aujourd'hui on peut renforcer la notoriété? Ce sera la dernière question. Des athlètes et créer du storytelling autour d'elles, ce sera pour Clara. C'est vrai que faire des biopics, des documentaires, suivre les sportives au plus près, je trouve que c'est très très important. Et donc une partie documentaire et une partie fiction, parce que moi aussi, je crois beaucoup dans le pouvoir de la fiction, de mettre en scène ces histoires, de choisir comment on veut les raconter pour valoriser ces parcours qui sont hyper inspirants. Et c'est notamment là, il y a eu plusieurs séries, plusieurs films qui sont sortis sur des sportives, des fictions et en parallèle d'avoir les documentaires, je trouve que ça permet d'avoir une complémentarité en termes d'approche et de storytelling. Bon, on a commencé avec le verre à moitié vide, à moitié plein. On a parlé des trains qui arrivent à l'heure, des trains qui arrivent en retard. En tout cas, il faut prendre le train en marche. Un grand merci à vous 4. Merci à vous toutes et tous de nous avoir suivis en direct pour cette nouvelle causerie des meneurs. À très bientôt pour un nouvel épisode.